Aujourd'hui, André est mort. Ou c'était peut-être hier. J'ai posté sa dernière lettre ce matin en ajoutant cette note. André mort, tir d'obus. Réponse inutile. Ça ne veut rien dire. C'était peut-être hier. Ils ont distribué son matériel à un bleu de 17 ans tout au plus. Et parfois je l'aperçois de dos, le nouveau, et c'est comme si André était juste là, à portée d'accolade. Et j'espère toujours le voir se retourner, sa large moustache tombant sur son sourire amical. Mais c'est toujours l'étranger qui se retourne. Et sur son visage frêle et glabre se creuse l'horreur de cette guerre sans fin, qui n'offre de répit que dans une mort douloureuse. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? On dit que les Américains ont débarqué la semaine dernière, j'ai du mal à y croire. Ou on perd du terrain chaque jour. Et les troupes ont besoin d'espoir, si illusoire soit-il, pour continuer à se faire étriper. Alors moi aussi je serai étripé, ouais. Mais moi, j'ai plus d'espoir. Dada. Le mot est sur toutes les lèvres depuis que ce Roumain est arrivé. Aujourd'hui ou peut-être hier. Paul a bien essayé de me décrire Dada, en me chantant Dada et en me dansant Dada comme un forcené. Mais y a rien à y faire. Ça a pas de sens. Pourtant, en voyant Grindel s'agiter en braillant, j'ai eu l'impression d'observer un instant du passé quand Paul était encore Eugène, dépassant à peine du grand manteau d'André. Je pense souvent à André. Les autres aussi, parfois. André, Dédé, Dada. Ça lui aurait sûrement beaucoup plu. En fait, je n'arrive plus à ne plus y penser. Ces temps, je me perds dans Paris longtemps, jusqu'à ce que mes jambes ne me supportent plus et que je m'endorme contre le sol froid. Je bois. Aussi. Je bois seul. Seul ou avec les copains. Les vrais. Ceux du front, ceux qui savent. Les autres, ils boivent pas pareil. Moi, je reste coincé ici, broyé entre le pavé et les beaux souliers des suivants, qui sont chaque jour plus pressés de me pousser dans la tombe pour m'oublier. Mais ils m'auront pas. Pas plus que les Allemands. Du fond de mon trou miséreux, j'irai chercher la haute lumière pour illuminer l'ailleurs.
fort le mec. Voilà. Le mec commence à avoir une vraie technique. Maintenant on a déménagé, on a des vrais locaux d'enregistrement de podcasts avec un setup excellent. Voilà, Damso vient d'enregistrer son album ici. Exactement. Il était encore ici la semaine dernière, il terminait d'écrire ses punchs sur le Covid. Il était là. Il est passé juste après coronavirus, connard de virus. Ouais. On a également accueilli Renaud pour sa cérémonie funéraire. Non, alors, j'ai une petite question pour toi aujourd'hui. Oui, tout à fait. Vas-y, on va Parce que j'étais genre... On sait pas... Enfin... Ah oui, tu sais, il y a Renaud qui est venu. J'ai une petite question. Est-ce que tu aimes bien Renaud? Non. Non, Renaud a toujours été l'idole de nombreux jeunes. L'idole des gens avant qu'ils passent à droite. Donc voilà, ma question existentielle que je vais te présenter telle notre idole à tous, Julien Lepers. Oh. Top! Depuis la nuit des temps, je m'invite sur les lèvres supérieures des humains de tout genre, à l'âge le plus ingrat. Je suis le point commun entre des mecs en costard pendant la 3ème République et ta grand-mère. Je peux être blonde, brune, grise, rousse, touffue, épaisse, hérissée, tombante, retroussée, orgueilleuse ou frangée. Symbole archaïque de virilité mise en branle depuis plusieurs années, je connais une longue période de désuétude avant de refleurir sur les adorables frimousses des jeunes du début de la décennie. Je suis... Alors, loin de moi de vouloir m'avancer comme ça, mais je dirais... Après, j'ose pas vraiment m'avancer. Mais ça me semble assez probable. La moustache, tout à fait, exactement, merci. Voilà, aujourd'hui je vais te parler de moustache. Pourquoi de moustache? Déjà parce que je fais ce que je veux. Deuxièmement parce que je t'emmerde. Et surtout parce qu'elle revient à la mode actuellement en 2020. Vous avez pu vous balader cet été, voir un petit peu les gens se trimballer avec des belles moustaches et... Avec des moustaches. Pas forcément des belles moustaches. Des moustaches. Donc voilà, la barbe a fait son grand retour dans la décennie 2010 avec tous les hipsters, etc. Mais maintenant, la mode est en train d'évoluer, comme elle fait toujours. Et ça passe à la moustache. Alors, petit retour sur la moustache, son histoire, son évolution au sein de la culture en France et en Europe. Voilà, vous êtes international, monsieur. Exactement, international, France-Europe, waouh. Wow. Le monde entier. Le monde entier. Donc voilà, la moustache. Famille. La moustache, au commencement, il n'y avait rien. Enfin, il n'y avait rien, il y avait des petites bandes d'humains toutes primitifs et poilus comme Ron Jeremy qui se baladaient à poil. Puis on a découvert qu'on pouvait utiliser des petits objets coupants pour se couper les poils. Et donc les gens commençaient à se raser. Et donc dans l'Antiquité, déjà, le symbole de la grosse barbe, il est réservé aux dieux. Souvent on représente les dieux avec des grosses beubars. Et par exemple, les humains qui voulaient se rapprocher des dieux portaient parfois des barbes postiches comme les pharaons, comme symbole d'autorité divine. On avance un peu rapidement, la Grèce et la Rome antique, ça fluctue encore un peu. En gros, chaque empereur décide un peu ce qui est faisable ou pas en termes de barbe, mais le combo barbe-moustache, il est encore un peu boudé, et il est laissé plutôt aux philosophes et aux penseurs, aux figures mythologiques, pour une raison que je t'expliquerai après, qui est d'ailleurs assez drôle. Une raison que je vais t'expliquer d'ailleurs maintenant, puisque je vais te parler du Moyen-Âge, et la barbe au Moyen-Âge, où les barbares, les envahisseurs barbares... Les barbares, exactement, portent une grosse barbe comme symbole de puissance et de contestation justement de l'autorité romaine. Puis on arrive dans le système féodal, on veut s'éloigner un petit peu de la bestialité représentée par la barbe. Il y a beaucoup de puritanisme et d'antipaganisme de la part des chrétiens, etc. Et la barbe est plutôt un symbole païen. Et aussi parce qu'en fait sur le champ de bataille, si tu portes une grosse barbe ou une moustache, en fait on te la tire. On te la tire et en fait c'est une manière de rapprocher ton ennemi pour le planter. Donc sur un champ de bataille, c'est mieux de ne pas avoir trop de points d'accroche. En fait, avec aussi l'évolution, les petits trucs qu'on utilisait pour couper les poils, bah maintenant on s'en sert pour planter les gens. Également. Ce qu'ils faisaient pas avant. Non, on s'est jamais planté entre humains. L'humain avant le Moyen-Âge. D'amour. Mais donc voilà, la moustache à ce moment-là, elle est plutôt un peu laissée aux penseurs, etc. Comme dans l'Antiquité grecque, on avait des philosophes avec des grosses barbes. Par exemple, François Rabelais, qui était un beau moustachu, le mec qui a écrit Gargantua. Tu pourras aller regarder, il a une belle petite stache comme ça. Ou alors, parfois, il est représenté aussi avec une grosse barbe. Tu sens que le mec a tenté des trucs. Puis au fur et à mesure que l'aristocratie et la noblesse se développent, il y a de plus en plus des phénomènes de mode et une moustache bien taillée devient le symbole d'un bon entretien, et donc ça veut dire que tu as le temps de prendre soin de ta barbe et que donc t'es friqué concrètement.
Et donc c'est là qu'apparaît déjà le début de la dimension sociale de la moustache, puisque il devient de bon ton de porter la moustache à la mode du dirigeant actuel pour être bien vu. Mais ça, les dirigeants le comprennent très bien et ils le savent et ils jouent là-dessus et ils l'utilisent exactement comme il faut, puisque il y a la mise en place des taxes sur la barbe. Oui, ça existait. Ça existait en Angleterre et aussi en Russie, où le tsar Pierre Ier, qui lui portait une super chouette moustache, il faisait payer jusqu'à 100 roubles de l'époque pour les riches marchands qui portaient la barbe. C'est beaucoup. C'est beaucoup. En gros, n'importe qui devait payer la barbe devait payer et recevait un petit jeton avec une barbe dessus, écrit tu as le droit de porter la barbe. Et si tu te promenais avec une barbe sans ce jeton, on te tondait sur la place publique, ce qui rappelle les meilleures heures de l'histoire de la France. C'est fou parce que dans le podcast, on parle toujours de mon grand-père. Donc voilà, ça devient un privilège de porter la barbe et une marque d'appartenance à une certaine classe sociale, donc celle qui peut se payer le luxe de la moustache. Par exemple, Karl Marx, il avait une moustache parce que pour lui, c'était important d'être bourgeois et de montrer qu'on était dans une classe supérieure à la table. Ouais, une moustache, et évidemment son énorme barbe dans laquelle on veut se noyer tous les jours. Donc ça devient un peu le concours de qui montrera le plus son fric et donc sa place dans la société grâce au port de la moustache. Et la tradition, elle continue encore aujourd'hui, où il y a encore certains hommes qui s'amusent à comparer qui a la plus longue dans les championnats du monde de moustache. Ils sont en mode, regarde, la mienne, oh, elle est super grosse. Ah oui, mais la mienne, elle est plus touffue. Et ça fait un peu concours de bites, mais c'est rigolo. Donc voilà, la moustache commence à s'affirmer comme un symbole de pouvoir et d'autorité. Et puis on arrive un peu plus tard dans l'histoire, en Europe, autour du 19e siècle. La moustache, elle est toujours portée par les hommes de pouvoir, mais elle s'est un peu plus démocratisée dans la population, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont se mettre à porter la moustache, en particulier une certaine classe de la société qui est censée représenter l'autorité et dont on parle pas mal actuellement, je te le donne en mille. Les CRS. Voilà, les CRS au 19e siècle. Donc les militaires, où par exemple en France, de 1832 à 1933, il y a plusieurs lois qui passent pour rendre obligatoire le port de la moustache chez les gendarmes. Donc il y a eu un temps où tu ne pouvais pas être gendarme sans moustache. Voilà, c'est intéressant. Après, il y a eu la loi sur l'accent du Sud. Voilà. Et puis après, il y a eu la loi sur la burqa. C'est pour ça. Donc, la moustache, elle connaît sa grosseur de gloire un petit peu avant les années 20. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, où elle est portée. Si en fait on fait les statistiques sur les bouquins avec les photos des militaires. Et sur ces bouquins-là, il y a 80% des militaires de tous bords, donc les Allemands comme les Français, enfin les Alliés comme les Comme quoi la guerre, en fait, on n'est pas si différents l'un de l'autre. Exactement, puisqu'on est tous 80% ou plus à porter la moustache, selon ces statistiques-là. Comme par exemple aussi Guillaume II, le leader de l'Allemagne pendant la Première Guerre mondiale, qui portait vraiment une très grosse moustache qui remontait bien comme ça sur ses joues. Il y avait plusieurs chants de militaires qui partaient à la guerre, qui parlaient d'aller couper la moustache de Guillaume II, dans le symbole de le priver de sa virilité. C'est une circoncision faciale. Exactement. Et donc, par contre, comme on n'a pas fini la guerre tout seul, il y a les Américains qui sont arrivés, et eux, ils étaient tous bien rasés, bien glabres et tout, et ben les meufs ont bien kiffé ça, et du coup il y a beaucoup d'Européens cocufiés qui ont décidé de se raser. Mais il y a pas mal de dirigeants et de gens encore dans les hautes classes un peu conservatrices qui ont décidé de garder la moustache, notamment un certain dirigeant allemand assez passéiste et vindicatif qui décide d'affirmer sa moustache comme un attribut de défense nationale et qui disait, je cite, « Si ma moustache n'est pas à la mode aujourd'hui, elle le sera plus tard parce que je la porte ». De toute façon, c'était censé durer plusieurs millénaires. Voilà. Tôt ou tard, ce serait retombé. Donc au final, sa moustache n'était pas à la mode à l'époque, et maintenant, ça fait juste que tout le monde te regarde chelou quand tu te déguises en Charlie Chaplin, mais que tu perds ton chapeau. C'est parce qu'on va pas en une soirée. C'est ça.
les soirées, rassemblements, au final c'est presque la même chose. Oui, voilà. Donc voilà, la fameuse moustache qui a aussi valu une belle polémique à Michael Jordan, qui dans une pub pour je sais plus quelle marque a décidé de porter une super belle moustache à la Hitler. Et que ça a fait une certaine polémique. Et il y en a aussi qui la portent sans rire, hein, pas du tout ironiquement, comme Robert Mugabe, je sais pas si tu vois, l'ex-président du Zimbabwe, dictateur à l'ancienne, qui s'autoproclamait Hitler des temps modernes, qui a aussi une toute petite moustache encore plus fine que celle d'Hitler. Il a vraiment la moustache juste entre la séparation des deux C'est lèvres. le bouton pause. Et c'est vraiment pas beau, mais c'est quand même un type assez dangereux et qui essayait de montrer sa moustache comme le symbole d'autorité et essayait de rappeler aussi aux heures les plus sombres de notre histoire, comme dirait Patrick Bruel. Aux heures les plus sombres du Zimbabwe. Hein. Et donc voilà, résultat, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la moustache c'est un peu devenu un symbole de virilité passéiste et conservateur, qui va être un peu challengé par la suite. Enfin, pas tant que ça, parce qu'encore toujours maintenant, si tu tapes femme moustache sur Google, tu tombes sur comment enlever le duvet des femmes, comment enlever la moustache, etc. Comment enlever une femme. Discrètement. Alors que si tu tapes homme moustache sur Google, évidemment, tu tombes sur je sais pas combien d'annonces sur regardez comment faire pousser votre moustache pour être un vrai homme. Donc voilà. Mais par contre, le symbole viril de la moustache a été déjà contesté dans les années 40 par une super chouette meuf, Frida Kahlo, que beaucoup de gens connaissent pour sa peinture, etc., mais qui était aussi beaucoup engagée en politique et qui avait pris la décision d'afficher donc évidemment son monosourcil caractéristique, mais aussi une belle petite moustache pour contester un peu les standards de beauté et pour contourner un peu les codes patriarcaux du port de la moustache. En particulier à l'époque c'était au Mexique où la moustache était bien implantée. Mais la moustache c'est en dessous du nez, hein, pas au-dessus. Oui, mais Frida Kahlo elle a aussi une moustache. Et donc, du coup, il y a aussi le gros changement de vision par rapport à la moustache, il se fait dans les années 70, hein, avec l'appropriation de la moustache par la culture gay aux États-Unis. Donc voilà, cure moustache, Freddie Mercury, tout ça. Et donc ça devient quelque chose de contourné, ça détourne quelque chose qui était avant tout à la base défendu par plutôt les conservateurs et les religieux qui étaient plutôt en mode oui, la moustache, la barbe, etc. Ça fait appel au patriarcat et à la société paternaliste et du coup les gays se sont dit vas-y on va détourner ce code-là en se mettant nous des grosses moustaches et en se déguisant en flic. Donc voilà, plus tard après la moustache a aussi été reprise pour des causes comme Movember, hein, ce qui est assez connu. C'est juste tu te laisses pousser la moustache en novembre. Maintenant c'est un peu démocratisé, on a un peu oublié le but premier, mais ils ont toujours un site Movember sur lequel ils insistent bien qu'ils s'impliquent pour la santé mentale et la prévention du suicide chez les hommes, en plus du cancer de la prostate et des testicules. Donc la prévention du suicide chez les hommes qui est assez importante puisque les suicides souvent sont liés aux problèmes psychologiques causés par la masculinité toxique. Et donc voilà, Movember qui s'implique également en faveur de la déconstruction de la virilité à travers le symbole de la moustache. Donc ça m'amène à donc l'autre facette de la moustache qui est celle de la contestation et du détournement, puisque souvent la moustache a été associée à une certaine forme de contre-culture, puisque comme elle est vue comme un symbole de l'autorité patriarcale, alors ça en fait un symbole identifiable à détourner. Rien que par exemple tu vois le fait de dessiner des moustaches sur quelqu'un, c'est une forme de moquerie, etc. Ça fait aussi des t-shirts chez H&M en 2013 oui. pour dire YOLO. Mais donc voilà, il y a la moustache vue comme une forme de moquerie et de détournement qui est aussi reprise par des révolutionnaires en fait. La moustache qui s'affirme comme la contestation en fait. Je prends l'exemple de Che Guevara avec sa belle petite moustache. Mao. Ah oui, un bon barbu Mao, comme on aime. Donc voilà, repris par des révolutionnaires ou des jeunes contestataires un peu torturés, artistes tels Justin Bieber et sa moustache dégueulasse, qui a également fait polémique un peu plus récemment, parce qu'elle est vraiment dégueulasse. Passé de Che Guevara. Parce que putain, non mais je sais pas si tu te rappelles du hashtag Justin's Shave Your Moustache, mais c'était illégal la moustache de Justin Bieber.
Donc voilà, toujours dans le domaine de la chanson, voilà, la moustache, symbole de provocation. En France, on avait un bon chanteur moustachu qui chantait avec des paroles un peu grivoises et contestataires, et l'accent du Sud. Je sais pas, alors moi j'étais... Un chanteur moustachu En fait, qui a mon l'accent du cerveau, Sud. il est atterri sur Francky Vincent. Contestataire pour le Vincent. J'étais Il contestataire. a une moustache, hein, il a une moustache. Il a une petite moustache, mais Oui, il a une moustache. il a une pour moustache. Vincent. Il a une moustache pour dire d'aller se faire enculer à son personnel de son restaurant. C'est en contestation à son personnel Ouais. de Francky Vincent. Ce podcast est d'ailleurs dédicacé à tous les anciens tout travailleurs personnel. du restaurant qui était situé bien sûr à Thiers, 94 320. Comme on dit, Francky Vincent à un restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, qui l'a foutu dans la merde, mais qu'on salue quand même. Donc voilà, mon chanteur moustachu favori, évidemment, je parlais de Georges Brassens, qui avait vraiment une belle moustache pour le coup. Oui. J'en connais pas beaucoup des moustachus français en chanson aussi stylés, à part peut-être Jean Ferrat, qui lui en avait une belle. De moustache. Oui, aussi une belle moustache, oui c'est vrai, j'y ai commencé. Et donc c'est aussi repris par plusieurs militants endurcis français, tels que Philippe Martinez, président de la CGT. Si vous n'avez jamais vu Philippe Martinez, je conseille vraiment d'aller regarder la moustache de Philippe Martinez. Elle vous emmène très loin. Et puis comme moustachu militant, on avait aussi José Bové, qui a disparu, qui est mort, peut-être en fait. Non, je crois qu'il a juste disparu dans le Parlement européen et maintenant il est là-bas, on peut plus rien faire pour lui. Eh ben écoute, on salue le personnel de Francky Vincent et José Bové. Et plus récemment, et aussi un petit peu plus, avec un petit peu plus d'intérêt, il y a la caste des intouchables en Inde. Alors non, c'est pas les handicapés technologiques qui se font pousser par Omar Sy. C'est juste qu'en fait, en Inde, tu sais, il y a le système de castes, avec des castes inférieures et des castes supérieures. En fait t'as pas accès à tous les droits si tu fais pas partie d'une certaine caste, et donc la classe la plus inférieure c'est ceux qu'on appelle les intouchables, et eux ils ont vraiment très très peu de droits. Mais quand je dis très peu de droits, c'est à dire qu'ils sont censés vivre cachés, donc on est censé ne pas les voir. Ils n'ont pas le droit de marcher dans certaines rues, ils n'ont pas le droit de boire l'eau de certains puits, donc ils doivent vraiment vivre cachés des classes supérieures. Alors déjà que de base ils sont martyrisés, en plus ils ont même pas le droit de porter une belle petite stache bien fournie, puisque c'est réservé aux castes plus puissantes. Mais récemment, il y a quelques intouchables qui avaient commencé à porter la moustache. Il y a un hashtag qui s'était lancé, hashtag droit à la moustache, fait par les intouchables en Inde. Bon alors il y en a plusieurs qui se sont fait tuer à cause de ça, mais ça montre bien l'impact que peut avoir une simple moustache sur toute une société. Donc moi je te conseille d'y penser la prochaine fois que tu te rases, ou plutôt la prochaine fois que tu ne te rases pas. En fait, j'ai déjà une barbe, donc... Oui, mais ça les gens ne savent pas. Les gens pensent que... En fait, on est deux barbus, donc voilà, on a menti. Moi j'ai été moustachu pendant une petite période. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que tu ne l'es plus. Ça m'a bien réussi, je trouve. Ça t'a pas réussi d'être intouchable. C'était en Il a dû vivre caché, mais pas pour la même raison. Je me suis caché pour porter la moustache. Non, voilà, gros SO à tous les porteurs de moustaches dans l'histoire et à l'heure actuelle. J'en ai plein en tête. Dans l'histoire, ouais, pas tous totalement. Pas tous les porteurs de moustaches de l'histoire, évidemment. Oh là là, RAF des porteurs de moustaches. She spoke just like a baroness. Middleman from China went down to get your mother. Then again, incidentally, in that way, perfume came naturally from Paris. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind.
distraction, temporarily out of gas. You're absolutely right. She's out to get you. She's a killer. Alors, c'est vachement cool ton sujet sur la moustache parce que le sujet du podcast est bien sûr les années 20. Donc, comme vous, mes chers auditeurs, vous n'allez pas le comprendre en regardant l'illustration, puisque chaque fois les illustrations, bah en fait, on comprend pas le sujet. On comprendra toujours pas le sujet avec cette première partie, mais Ni même avec l'intro. Oui, même avec l'intro d'ailleurs. Oh, on sait pas. Peut-être que l'intro ça va être juste être. L'intro sera bien. En fait, le thème c'est les années 20. Allez, salut. Non. Donc en fait, mon cher acolyte m'a dit de faire un truc sur les années 20. Alcoolique. Aussi. On va essayer de se dépêcher avant qu'il devienne violent. Donc, en fait, moi j'ai fait un truc sur les années 20 et je suis un peu baisé. Mais en plus, même pas trop sur les années 20, mais sur juste avant, en fait, ça atterrit sur les années 20. Parce que je fais ce que je veux en fait. Donc, c'est ça. L'histoire commence à Zurich en 1916. Zurich. Voilà, Zurich. Et dans une sombre auberge où se trouve Hugo Bell, Amy Hennings. Je vais mal prononcer plein de mots parce que déjà j'ai du mal à les dire et en plus j'ai mal écrit. Et en plus je lis mal. Hans Harp, Sophie Teuber, Tristan Tzara, mais aussi un certain Marcel Janco. Est-ce qu'il a une qui moustache passe devant une auberge, j'en ai aucune idée, mais ils avaient tous à peu près une moustache à l'époque. Qui passe devant l'auberge, qui a pas de taf, qui est peintre et qui a des potes artistes, et en fait ils croisent des gens et ils disent venez on fait un cabaret, et puis il dit bah attends je suis au chômage ça tombe bien, bah je vais peindre le mur. Et donc ils font un cabaret et la création du mouvement Dada. Donc le mouvement Dada qui a été choisi, apparemment ils ont ouvert une page du Larousse au hasard et ils sont tombés sur le mot Dada. Sauf qu'en fait ils ont dit ça au début et après plus tard quand ils se sont tous embrouillés, et ben ils ont dit non mais en fait c'est moi qui avais trouvé, enfin il y a eu tout le monde qui a eu c'est ça. Non, une histoire différente. C'était moi. Donc voilà. Donc qu'est-ce que c'est que le mouvement Dada? Donc c'est un mouvement artistique qui a vraiment été très court, comme par exemple la sécession. Comme plein de choses. Et voilà. Donc c'est un mouvement qui a été en fait des jeunes face à la guerre, où ils étaient un peu en mode bah en fait nous on a vécu que la guerre et ce serait cool en fait qu'on fasse des trucs moins relous. Et donc vu que c'est un truc très long avec plein d'artistes dans tous les sens, que ça m'a fait chier parce que j'ai ouvert 20 onglets, je me suis tapé plein de trucs d'ouvrages d'art, que je me suis perdu, que j'ai lu tout un article sur l'histoire de la pornographie depuis l'Antiquité pour ensuite me dire ah mais non merde c'est pas mon sujet. Alors on fait des recherches, voilà. On fait juste des recherches pas sur le thème. Voilà. Et aussi parce que j'ai fait une sieste et du coup j'ai pas travaillé. En fait on va juste aborder les thèmes généraux ainsi que les différents artistes plutôt que d'essayer de faire un truc complet. Et puis aussi c'est cool et en plus je pense pas que... Attends, faut aussi que je me prépare à faire une voix du coup de France Culture et avoir un air légèrement hautain et méprisant, ce qui n'est pas du tout en plus dans ma nature habituelle. Absolument pas. Donc, je l'ai dit au début, c'était d'abord un mouvement qui a été créé en réaction par rapport à la guerre, où ils étaient un peu traumatisés en fait de la guerre, parce que c'était pas ouf. Et qu'en plus ils se sont fait niquer leurs femmes par les Américains. Voilà. Surtout qu'on va parler beaucoup des Allemands, parce que c'était surtout eux. Donc on a par exemple Otto 10. Ah. Donc c'est pas le 10e, c'est juste 10. C'est pour ça qu'on dit Otto Dix. Oui. Dax, un super spa Dax. Donc qui a peint par exemple les joueurs de scat. Des joueurs de Scatman. En fait, mon cas est mal écrit, du coup c'était les joueurs de chat. Et je fais Donc le tableau c'est en fait 3 soldats en train de jouer aux cartes qui sont en Allemagne, et on voit en fait dans le fond qu'ils sont chez eux, qu'ils sont plus du tout à la guerre, et ils ont le visage complètement défiguré, c'est des gueules cassées. Et également, ils sont toujours en tenue militaire, et donc ça montre que en fait, c'est pas parce qu'il n'y a plus la guerre que toi,
t'en es sorti, et il y a un autre tableau qui est aussi très intéressant, qui est donc la guerre, qui est un triptyque. La guerre. guerre. C'est celui où il y a un uniforme qui pendouille à un arbre. Oui. Et dans le fond à gauche, il y a des fumées de gaz lacrymo. Et en dessous, il y a la terre et des hommes morts dedans. Wow, vous êtes culturé, monsieur. France Culture, prenez-moi et pas lui. S'il n'y a qu'une place, je me bats. Donc justement, qui reprend donc le thème du triptyque, qui est en fait un format assez classique, qui est assez religieux à l'origine. Donc si par exemple vous voulez voir un très beau triptyque, exemple tout à fait au hasard, mais il y a le retable d'Issenheim, donc en Alsace, qui est consacré à Saint Antoine, donc un saint avec un prénom totalement pris au hasard, mais qui a des triptyques les plus connus. Et donc... Non, en triptyque, il y a aussi Jérôme Bloch. Jérôme Bosch qui a fait des genre à la fin du 15e siècle, qui a fait des représentations du Jardin d'Éden et des trucs comme ça, qui sont ultra surréalistes et t'as du mal à croire que ça a été fait genre en 1470. Ça vaut vraiment la peine d'aller regarder les détails. C'était écrit sur le début de l'article que j'ai survolé. Parce que j'étais bon, on s'en fiche. Mais du coup, merci d'être plus compétent que moi. Donc oui, et donc avec ce fameux triptyque, avec donc à gauche les soldats qui vont au front, au milieu le champ de bataille où ils se font niquer la gueule, et à droite ils disparaissent dans des champs de gaz pour mourus. Et le petit panneau d'en bas qui s'appelle un ou une près d'elle, vu que quand je prends des notes je n'écris pas le genre avant, donc qui a un panneau du dessous avec... Tu fais des mots non genrés. Et voilà, moi je fais pas juste des trucs sur le féminisme et la moustache. Moi je prends des actions. J'agis. Je ne genre pas mes mots, aucun. Et donc avec des cadavres qui gisent, et que c'est comme s'ils étaient dans des cercueils. Donc c'était pas rigolo la guerre pour Otto Dix, qui d'ailleurs ensuite devra fuir l'Allemagne parce qu'il était considéré comme faisant de l'art régénéré. Dans le même délire, il y a Georges Grosz, G-R-O-S-Z, qui en plus, je sais plus, il a retiré le E, enfin il a changé vite fait son nom parce que ça faisait trop bourgeois apparemment. Regardez donc qui a fait appropriation culturelle des pauvres. Qui a fait un portfolio qui s'appelle Gott mit uns, donc Dieu avec nous, et qui est une assez grande critique des militaires prusses et Prussien. La Prusse, okay. Les Prussiens. Oui, mais alors j'utilise pas non plus les adjectifs. J'utilise que les noms. Je suis d'accord de rien. Il y a plus de temps non plus. C'est pour montrer que je suis pas d'accord. Et donc nous on va s'intéresser à Die Kommunisten fallen und die Devisen steigen. Donc les communistes chutent, les devises augmentent. Donc il y a un tableau où c'est sans couleur avec juste des traits, où il a dessiné en fait deux soldats allemands, enfin deux généraux allemands en train de se prendre une bonne bouffe pendant que des protestants non armés se font tabasser par des soldats derrière. Donc une œuvre très subtile qui vise finalement à dénoncer le fait que... des protestants, tu veux dire des gens qui sont de religion protestante, ou des gens qui protestent? Je sais pas, c'est pas comme si l'Allemagne était protestante. Ils sont protestants en Allemagne? Il est né de où, Luther? Luther Pendragon? Non, Martin Luther. Oui. Celui qui dit I have a dream, là. Dream, ouais, voilà. Washington, en Bavière. Bon, bref. Donc il critique bien Paris au Texas. Hein. C'est vrai. C'est comme si nous on avait de l'histoire là où ils en avaient pas. Donc la critique des hauts gradés allemands, donc qui ont été non seulement qui ont lancé la guerre, qui ont perdu la guerre et qui dirigeaient toujours la Weimar. Qui dirigeaient toujours l'Allemagne dans la République de la Weimar. Et puis, c'est comme si en Allemagne, dans les années 20... Salut, c'est Antoine de Carglass. Malheureusement, à cause d'un Covid sous la douche juste à côté de l'enregistrement, une certaine partie de ce podcast a dû être coupée. Je vous laisse reprendre juste après, mais vous inquiétez pas, vous n'avez rien raté à part de bonnes blagues raveleuses.
La bise. On a dit qu'on arrêtait les blagues de caca. Jamais. Vous n'aurez pas ma liberté de penser et de liberté. Ah non. Je gueule par ton fils. Donc, on avait dit que il y avait la guerre. Et puis, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que c'était pas juste « Oh, bah, la guerre, c'est nul ». Parce que c'est assez vu et revu. Mais il y avait aussi envie d'avoir une profonde légèreté par rapport à la guerre, de plus être soumis justement à la violence et de totalement en fait se libérer du monde d'avant qui avait justement créé ces odeurs. Donc ça passe notamment par la technique. Donc on a des nouvelles techniques avec par exemple Hugo Ball. Ah oui, c'est en anglais, donc en allemand. Donc Hugo Ball, donc qui est un des membres fondateurs d'ailleurs. Donc lui qui invente par exemple la poésie onomatépique. Donc qui est une poésie où en fait c'est juste des bruits. Oh. Et mais c'est pas des... C'est des Sims en fait. Et donc et justement donc ils se mettaient dans des piscines et on retirait l'échelle de la piscine jusqu'à ce qu'ils meurent. Et donc suivant en fait la police d'écriture, la taille, et ben tu prononçais pas les choses de la même manière. Mais ça ressemble à des trucs genre akatipo tuti tipiti. D'accord. Bienvenue dans l'art Et voilà, et il te chante, il te fait cette performance avec une très belle tenue qui consiste en un espèce de gros cylindre C'est en papier. lui. Oui, un gros cylindre en papier autour du corps et un espèce de chapeau aussi bizarre. Et donc, si vous voulez voir, c'est sur la page Wikipédia du dadaïsme, c'est les premières photos. Les chapeaux coniques, genre en aluminium, comme les trucs pour te protéger des ondes des aliens et de la 5G. Et donc c'est par exemple un poème qui est très connu de lui, ça s'appelle Caravane avec un K et au lieu de faire V c'est un W. Caravane. Gros caravane comme si t'étais un allemand. Ouais. Et il invente aussi, il fait aussi de la poésie simultane. Donc c'est de la poésie avec 3-4 voix en parallèle, dont une légèrement au-dessus des autres. Et chacune prononce un texte différent qui peut être parlé, chanté, ça peut être aussi sifflé, et c'est accompagné de bruits, de coups, de sirènes ou juste de syllabes, avec le public qui peut également participer. Et c'est aussi une des grandes frustrations du dadaïsme, c'est qu'on n'a pas de vidéo. Oui. Mais ça avait l'air d'être la grosse poilade. Même d'enregistrement audio. Bah, on peut trouver des gens qui reprononcent les poèmes onomatépiques, mais sinon je n'ai pas retrouvé genre les trucs de performance avec. Par contre, il y a dispo sur YouTube une super lecture de l'étranger par Albert Camus. Ça n'a rien à voir avec ce là, ça vaut la peine. Tu sais, Albert Camus, le dadaïsme. Le dadaïsme, tout ça, oui je connais. Et on a également en termes de nouvelles techniques le photomontage avec notamment Raoul Haussmann. Ça on aime bien, ça, les photomontages. Qui est donc cofondateur du mouvement Dada Berlin en 1918. Et donc, en fait, lui, ce qu'il a fait, c'est une fois, il allait en vacances en Roumanie, et il allait dans une auberge, et en fait, il y avait une photo de plusieurs militaires, et le chef de l'auberge avait mis une photo de la tête de son fils sur chacune des têtes des soldats dessus. Et il s'est dit, bah trop cool, je vais faire du photomontage. C'est une super idée. Et moi je trouve ça pas ouf ces photomontages, mais ça existe. Et notamment si ça vous intéresse, il y a un truc qui s'appelle Dada Kino. Kino comme le cinéma en allemand, sauf que c'est pas un K, c'est un C. Insupportable. Et donc c'est des affiches où il colle un peu tout. Alors oui, si on prend le temps de réfléchir, c'est il met des gens riches et des gens pauvres, la pub, l'armée, la technique la et tout. propagande. Donc oui, c'est un peu de réflexion comme à l'époque sur la technologie qui prend le dessus sur l'homme et les riches qui dirigent contre les pauvres. Bon, c'est bien. C'est profond. Voilà. Il me semble qu'il est exposé au musée Pompidou ou Pompadour, je confonds tout le temps, donc à Paris. Donc voilà, ces gens ont commencé par faire des photomontages en mode politique,
Et nous, on utilise leur héritage pour mettre Johnny Depp dans une cave et appeler ça Johnny Depp. Voilà, c'est un peu l'ancêtre des mêmes, effectivement. Mais le mouvement Dada, c'est aussi le mouvement de l'érotisme. C'est pour ça que je me suis perdu pendant une demi-heure sur cet article où finalement il y avait le mot Dada que sur un petit paragraphe de 5 phrases. Mais du coup, on en parlera sûrement dans un prochain podcast. Donc, ce qui était sympa en fait avec le Dada, c'est qu'il y avait des meufs qui s'appelaient les présidentes Dada, qui étaient en fait, le groupe acceptait aussi des femmes. Et il y avait aussi cette idée de libération de la femme et de libération sexuelle des années 20. Et donc, ce qu'on a d'intéressant, par exemple, c'est Sophie Teuber. Donc, il s'amusait à faire de la danse, sachant que la danse, c'était par exemple les 2 bras levés vers le ciel en sautant sur place. Pendant 45 minutes. Et où apparemment, elle faisait des mouvements sensuels, mais en fait, quand on voit on a retrouvé une fois une photo, une des très rares photos de justement de elle en train de faire ça. Et en fait, elle est dans un costume où c'est un grand cylindre en papier. Décidément, il y a quelque chose avec le cylindre en papier. Ses bras, autour de ses bras, il y a aussi des cylindres, ce qui fait qu'elle peut pas plier au niveau des coudes. Et au bout, c'est des triangles en aluminium, comme si c'était des obus cassés. Et elle a aussi un masque avec des pics, un peu comme dans Crash Bandicoot, le masque qui te donne des conseils. Sauf que c'est ça, mais en version un peu cheap. Ouais, donc c'est sensuel, mais c'est pas Joséphine Jacquard. Donc oui, voilà, c'est... Faut aimer le papier, quoi. C'est... voilà, Je sais qu'il y a un kink sur le papier. Ensuite, on a Amy Hennings, ou Hemmings, parce que j'ai écrit mes N et les Hemmings. Voilà, exactement. Qui est également fondatrice, et elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle déclamait des chansons et ses poèmes avec le visage poudré de blanc et de manière stridente. Voilà. Why not? Avec, bien sûr, donc c'est aussi un peu... on a vu les ancêtres des mèmes, on a aussi l'ancêtre des émos, puisque c'est c'est le Fauve de 1918, avec des poèmes sur la solitude, la captivité et la mort, quoi. Wow. Donc, vraiment cool. Je dis pas que... il est fan de faux. Voilà. Ne vous méprenez pas, il est fan de faux. Voilà. J'avais juste un peu moins de patience à la fin de la rédaction de mon article. Donc, finalement, en fait, le truc, c'est que le Dada, il aura eu une vie très courte, mais il aura eu beaucoup d'influence, notamment donc, sur le surréalisme avec André Breton, puis il aura aussi eu des trucs sur la nouvelle objectivité, et aussi des histoires donc, aux États-Unis, avec beaucoup de réflexions justement sur l'érotisme, où on va aussi chercher à aussi se libérer, à être moins puritain aux États-Unis, ce qui n'a pas très bien marché. On a aussi donc les influences du Dada, c'est pour toutes justement les costumes en carton, les trucs simples et tout. Mais en fait, dans le cinéma expressionnisme allemand des années 20, vu qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on utilisait aussi beaucoup de symbolique, et du coup, c'est aussi ces espèces de costumes et de trucs un peu moches. Ouais, et puis pour en fait juste partager l'idée plus que... Et il y a Hugues Roy aussi, non? Alfred Jarry, c'est plus tard, non? Je saurais pas dire, mais ouais, il y a les costumes dans Hugues Roy qui rappellent fortement ça, parce que Hugues, il est aussi avec un gros chapeau pointu en papier moche, et il porte une grosse bedaine avec une grosse cible au milieu de son truc. Mais non, les influences du Dada, il y a aussi Alpha One. Autrement appelé Don Dada. Non, on a aussi des trucs, mais en fait il y a eu beaucoup. En fait, ce qui est bien, c'est que le Dada a eu beaucoup d'impact sur les années 20, notamment aussi que c'était un art qui était très très engagé. Et donc on va avoir d'un côté donc un des gars qui est très inconnu dans le mouvement, qui s'appelle Tristan Tzara, qui lui va directement vouloir faire des trucs hyper engagés, qui va être chez les communistes et tout, puis qui va avoir un peu des problèmes vu qu'il est avec les communistes en Allemagne dans les années 20. On va aussi avoir justement des membres du Dada, donc je sais plus, une des deux filles, je sais plus si c'est Sophie ou si c'est Amy, oui, qui a joué. C'était pote en fait. Voilà, ouais, ils vont pas être là pour se plaindre, hein. Mais qui ont joué par exemple dans Nana de Renoir.
Et puis aussi, du coup, ça a aussi beaucoup été repris par les surréalistes, notamment André Breton. Ouais, qui mais va justement, être, la grosse frite entre André Breton, les surréalistes, et le Dada, c'était justement parce qu'il trouvait que le Dada s'impliquait trop politiquement et qu'André Breton, il était à fond dans l'art pour l'art, etc. voilà. Si je me rappelle bien. C'est pour ça que on a des rues André Breton et pas des rues Tristan Tzara. Dommage, mec. Dommage, mec. Enfin voilà, du coup, finalement, la fin du Dada, notamment, en fait, c'est ce schisme qui a créé la fin. Il y a aussi le fait qu'ils ont fait une exposition, ils se sont pris un énorme procès après, parce que les militaires, ils ont dit, mais attendez, c'est un peu méchant ce que vous êtes en train de dire là. Et du coup, ils se sont pris un gros procès. Aussi que les critiques d'art de l'époque, ils trouvaient que c'était complètement con. Même si, et puis c'est vrai que, en fait, il y a eu beaucoup de gens qui ont participé au truc, mais on retient que très peu, et ce qu'on retient en plus, c'est très très con. C'est très très con. Et qu'en plus, ils avaient aussi pas d'avocat, ce qui faisait qu'ils se sont bien fait niquer, et ça les refroidit un peu. Voilà, donc ça aurait été super si par exemple j'étais passé en premier, parce qu'on serait directement arrivé au début des années 20. Et ça aurait été super si aussi le thème était sur les années 20. Hello, ça va. Mais on a quand même fait un super. Les années 20, je l'ai dit, c'est la partie, c'est l'âge d'or de la stache, mec. Les années 20. Oui. Sur les photos des militaires 14-18, il y a 80% de moustachus. D'ailleurs, dans les années 20, quand on voit les premiers films de Eisenstein, à la fois il y a un espèce de gars avec une moustache qui est mis en valeur comme si c'était genre le chef de l'URSS, mais c'est pas une référence à Joseph Staline. Non. C'est parce que il montrait que la moustache c'était fait pour se démarquer. Ouais. Da da da. 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 Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Da da da. Da da da. Da da da. Da da da. Aha. 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 So, du denkst, es ist zu spät. Aha. Und du meinst, dass nichts mehr geht. Aha. Und die Sonne wandert schnell. Aha. After all is said and done, it was right for you to run. Suivez-nous sur Instagram, on lance une page de mèmes. Enfin, je pense qu'on l'aura lancé d'ici là, ou pas. Enfin, ça dépend si on a la flemme. Ça dépend si on arrive déjà à terminer le montage de l'épisode précédent.